Le Club DV et Speed Action vous présentent le Studio DV. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour Vincent, Studio Bonjour DV, Speed Action, C'est le parti. retour. Voilà, on a eu une longue trêve estivale. Là, on est au Club DV pour fêter ce Dream Team dont on va parler dans les prochaines émissions. Les 4 mousquetaires, à savoir, on va commencer par ces dames Sarah Bovy, Ulysse Depot, Hugo de Wild et Nigel Bay. Voilà, il y en a 4. Ils ont fait une saison assez étonnante et on est ravis de les accueillir. Merci Ulysse, merci Hugo d'être là. Avec plaisir. Feu. Feu, c'est parti. Allez, Hugo de Wild, pilote d'un team belge, Hugo. Ça ne se sait pas encore assez, je trouve. Müllner Motorsport. Alors, c'est un team belge dans lequel on parle fort allemand quand même. Le patron s'appelle Bernhard Müllner, la patronne Renate Carola Müllner, etc. Bon, comment d'abord est-ce que tout ça s'est fait? Parce qu'ils sont Ça s'est plus fait ici. que responsables du team. Ça s'est présenté C'est vrai ici. que la Ça a été saison présenté ici, mais était comment ça présentée s'est goupillé ici. tout En ça fait, tout est parti de Road to Le Mans, donc l'année dernière, en 2021, quand j'ai fait ma deuxième participation en Road to Le Mans, où on avait gagné d'ailleurs. Mais tout est parti de là, en fait, c'était très bien passé. J'avais un très bon contact avec Bernhard, et puis avec tout ce qui s'est passé fin 2021, dont mon statut Gold, on parlera peut-être plus tard, il m'a proposé vraiment un bon contrat. Et l'occasion surtout de passer en LMP2 cette saison, fin de l'année dernière, et aussi de faire mes débuts à Daytona. Donc notre collaboration en 2021 s'était bien passée. On avait aussi fait 2 courses aux États-Unis. On en avait gagné une d'ailleurs à Road Atlanta. Et donc voilà, c'était une bonne opportunité pour moi de continuer à progresser, de passer en LMP2, continuer en LMP3 aussi aux États-Unis. Et donc voilà, on vient de terminer notre première année d'un contrat de plusieurs années ensemble. Saison 2022 qui, je pense qu'on peut le dire, Hugo, n'a pas tout à fait répondu à l'attente, en tout cas de votre côté, clairement. Non, c'est sûr. Après, voilà, on savait qu'on se lançait dans un gros challenge. Le LMP2, c'est une des catégories à plus de niveau. Ça demande beaucoup de moyens aussi. On a reçu la voiture qu'en février 2022, sachant que la saison commençait aussi en avril. Donc, c'était vraiment un challenge pour tout le monde, mais on le savait avant de commencer. Et je pense que c'est sûr qu'en résultat, on n'a pas les résultats espérés, mais quand on analyse un peu avec du recul, il y a quand même pas mal de positifs à retenir, en tout cas en Europe. C'est sûr qu'aux États-Unis, en LMP3, c'était un peu plus compliqué. Mais on va essayer de retenir toutes les leçons de cette année pour repartir mieux l'année prochaine. Vous continuerez l'année prochaine à faire le LMP3 qui a été pas évident cette année. C'est les plans qui sont en train de se décider maintenant. Il faut voir faut plus demander ça à Bernhard, mais je sais que l'objectif est de faire Daytona en tout cas en LMP2, donc ça serait vraiment une chouette expérience là ici en janvier. Mais bon, pour les autres courses, Sebring, Watkins Glen, Petit Le Mans, j'ai pas encore la réponse. Je pense que ça dépendra aussi s'il y a de la demande niveau pilote. On en parlera bien évidemment, Hugo. Ulysse, on va rebobiner l'histoire quelque peu. Vous sortez d'une campagne de Formule 3 en Angleterre qui n'est pas nécessairement évidente. Alors vous faites des top résultats, etc. Mais on a un peu l'impression que dans la filière monoplace, vous êtes à bout de souffle. Vous n'irez pas beaucoup plus haut. Trop grand. Trop grand, trop cher surtout, je pense. Trop cher, trop grand, grand par le talent, on va dire, et la taille aussi. Et puis vous passez en GT. Et puis on se retrouve quelques mois plus tard à la fin de cette saison 2022. Et là, c'est une espèce de rêve qui est devenu réalité. Oui, en effet, c'était inattendu, ça c'est sûr. Moi j'ai toujours cru, mais j'ai vraiment eu l'opportunité de rouler dans des conditions optimales. Voilà, j'ai préféré choisir la qualité à défaut de la quantité. Donc c'était que 5 courses avec seulement 2 journées d'essai. Donc à la base, il n'était pas prévu que je roule beaucoup, mais j'étais certain que j'allais être dans des conditions vraiment parfaites. C'était des gros budgets. C'était AF Corse sur Ferrari. Avec ce budget-là, j'aurais pu faire plus de courses que ça si j'avais voulu, mais je voulais pas. Je voulais vraiment être dans des bonnes conditions pour me prouver même à moi-même que j'étais capable de faire des belles choses à ce niveau-là. Puisqu'en sortant de la saison avec la Bentley, voilà, il y a toujours des doutes où on se pose parfois des questions parce qu'il faut savoir se remettre en question soi-même. Et là, voilà, sorti de cette saison, super content et voilà, super satisfait. Tu peux. Jusqu'à présent, les choix ont été parfaits. Alors, AF Corse, c'est impressionnant comme team. Tu as été intégré tout de suite. Comment ça s'est passé? Parce que tu étais le petit jeune qui arrivait. Tu n'avais pas. C'est des Italiens, c'est pas des Allemands. Oui. Donc l'intégration, elle a été plus facile, on va dire. Voilà. Mais voilà, AF Corse, c'est un empire du sport automobile. C'est le meilleur team du monde pour moi. Maintenant, on a WRT qui arrive. Il y a quelques autres teams comme ça, mais des teams comme AF Corse, ça se compte sur les doigts de la main. Donc pouvoir rentrer chez eux dans ces conditions-là et performer comme ça dès la première année, ça a été vraiment fantastique et vraiment un bon tremplin pour le futur.
Tu rappelles vite ce que tu as gagné, tu es champion en titre. On a fait le championnat GT World Challenge en Sprint Cup. Donc on était engagé dans la catégorie Silver Cup, puisque je roulais avec Pierre-Alexandre Jean, qui était pilote Silver comme moi. On a dominé le championnat, puisqu'on était déjà champion avec une course avant la fin. J'ai fait 2 pôles au classement général, on a gagné 2 fois au classement général. J'ai fait toutes les pôles positions en Silver Cup. Grâce à ça, ça m'a ouvert d'autres portes en British GT, les 24 heures de Spa avec WRT, où on fait podium. Et en fin de saison, 2 courses aux États-Unis, toujours avec AF Corse, où j'ai pu me mesurer au pilote officiel. C'était la cerise sur le gâteau. Ça. Voilà, parce que pendant la saison, en fait, on était la seule Ferrari avec des pilotes non amateurs en sprint. Donc, voilà, il y a toujours les partisans de la BOP, la balance de performance pour équilibrer le niveau de toutes les voitures, qui viennent dire qu'on fait des bons résultats parce que la BOP est très bonne sur le Mais lorsque week-end. la saison débute, Ulysse, lorsque la saison débute, vous visez bien sûr le titre en catégorie Silver et ça c'est tout à fait normal. Est-ce que vous vous attendez à gagner au général? Je le rêvais. Ouais. Maintenant, mais l'objectif principal était de gagner en Silver et d'essayer de se montrer au général, puisque c'est bien de gagner en Silver, mais à un moment il faut faire plus. Et c'est arrivé plus vite que prévu. Et voilà, donc c'était inattendu, mais je suis très content qu'on ait réussi à le répéter sur la fin de saison pour montrer que la première course à Vantage, c'était pas de la chance. Alors au départ, 5 courses prévues, et puis 2 en rab aux États-Unis, et puis les 24 heures avec la Mivos sur une Audi, et puis le championnat, une partie du championnat d'Angleterre sur Mercedes, ça fait Ferrari, Mercedes, Audi. En fait, Porsche, t'as pas voulu, quoi. C'est assez exceptionnel, non? Oui, mais je vais dire, j'ai pas choisi. Maintenant, je devrais le refaire, je le referai. Donc ouais, c'est vraiment exceptionnel, puisque pendant l'hiver, comme chaque hiver, c'est le stress de ne pas savoir si on va rouler, qu'est-ce qu'on va faire. Là, cet hiver, t'es cool. Hein. J'ai connu des hivers plus difficiles, c'est sûr. Mais donc oui, rouler sur autant de voitures différentes, c'est sûr que pour un pilote, rouler tout le temps avec la même pour arriver à son meilleur niveau, c'est le mieux. Maintenant, ici, j'ai pris de l'expérience vraiment énorme, et quand je monte dans une nouvelle voiture, je m'y habitue très vite. J'ai travaillé avec plusieurs teams différents, qui sont tous des très bons teams. J'ai rencontré beaucoup de personnes, que ce soit des ingénieurs, des mécanos, des pilotes. Donc voilà, c'était vraiment une année, j'aurais pas pu rêver mieux. Je te pose la question, mais il ne faut même pas la poser. Ton coup de cœur par rapport à ces 3 autos? Il y a un coup de cœur émotionnel, bien sûr, c'est la Ferrari. Maintenant, Niveau pilotage? Niveau pilotage, c'est celle où j'ai vraiment, dès le début, ressenti où j'ai été le plus à l'aise tout de suite. Donc voilà, après il y a les résultats qui suivent derrière. sachant que la 296 arrive maintenant. Voilà, j'ai hâte de pouvoir l'essayer. Ouais, effectivement. On peut revenir sur cette épreuve de l'Intercontinental GT Challenge en fin de saison à Indianapolis. Moi, je me rappelle d'être à la maison, c'est-à-dire vite, les résultats. Comme d'hab. Là, on a l'impression que, en tout cas, du point de vue belge, on n'est pas à Indianapolis à ce moment-là. Là, Ulysse de Pau est en train de franchir 2-3 steps d'un coup. Il entre dans la course des très grands. On se dit, ça peut peut-être bien fonctionner pour la course. Vous êtes à 2 doigts de la gagner, cette course, tout simplement, au classement général. Il y a un déclic ou c'est une impression qu'on a depuis la Belgique? C'est plus une impression depuis la Belgique, parce qu'en fait, comme je disais tout à l'heure, en Sprint Cup, on était le seul équipage avec des pilotes Silver. Les 2 autres voitures d'AF Corse, donc on n'était que 3 Ferrari, c'est des équipages Pro-Am. Donc on n'a jamais eu l'occasion de se mesurer face aux pilotes pro, aux pilotes officiels Ferrari, qui roulent avec la même voiture que nous, puisqu'on a toujours les partisans de la balance de performance qui disent qu'on gagne des courses parce que la balance de performance est bonne pour la Ferrari, et on est la seule Ferrari sur la piste, donc c'est pour ça qu'on gagne. Et là, j'étais vraiment content parce que j'ai eu l'occasion de me retrouver dans la même voiture que les pilotes officiels Ferrari. Et les temps ont suivi. Et les temps ont suivi, donc voilà, pour moi, c'était pas une surprise. Mais il fallait quand même encore le prouver. Et pour eux, c'était une confirmation. Une confirmation, puisqu'ils ne m'auraient pas fait confiance comme ça s'ils en doutaient. Ils ne t'auraient pas fait venir s'ils en doutaient. Ça t'ouvre évidemment des perspectives pour l'année prochaine. C'est trop tôt pour en parler, ou ce sera Ferrari de toute façon? L'envie est là dans les 2 camps. Maintenant, voilà. Giovinazzi qui arrive, il t'ennuie celui-là, non? Je ne savais pas si je pouvais le dire, mais en effet, c'est un problème. Tu peux pas. C'est un problème, puisque engager un pilote, ça coûte beaucoup d'argent. Et puis les calendriers sont assez bien faits entre le WEC et le GT World Challenge, donc vraiment les gros programmes officiels pour Ferrari. Et donc ils ont la possibilité de faire rouler leur pilote officiel dans les 2 championnats sans clash de date. Donc
financièrement, c'est pas intéressant pour eux d'engager un nouveau pilote. Maintenant, l'envie est là, que ce soit du côté de Ferrari, du côté d'AF Corse et du mien aussi, bien évidemment, de continuer à travailler ensemble pour préparer 2024. Donc, je m'attends à une saison 2023 où ce sera plus une saison de transition, confirmer la bonne saison 2022, prendre encore de l'expérience et être prêt en 2024 quand les GT3 arriveront en WEC. Bon, on a résumé les saisons de nos deux gaillards ici. On va parler statut parce qu'inévitablement, on doit parler statut. Vous êtes des pilotes gold maintenant. Alors on va se dire, ouais, c'est des pilotes en or. Sauf que, Hugo, on va revenir à vous. Müllner Motorsport, pilote gold, ça veut dire que dans la plupart des compétitions où vous allez vous engager, il est obligé de compléter Bernard Müllner avec des pilotes qui sont plutôt bronzes, histoire d'équilibrer, c'est ça? C'est ça, le LMP2 demande obligatoirement d'avoir un silver ou un bronze accompagné de 2 gold ou 2 platinum. Donc par exemple, cette année, moi j'étais gold avec un de mes autres coéquipiers, Thomas Laurent, qui est gold aussi. On est considérés comme des pilotes pro. Et ensuite, il y a un silver obligatoire qui est considéré comme un pilote plus ou moins amateur. Donc voilà, plus ou moins les règles. Après, on peut faire du pro-am avec un bronze également. Et ça pose des difficultés. Mathias Kaiser, voilà. le silver. Et Mathias était un de vos partenaires financiers. C'est ça, et on en a besoin, c'est comme ça que le sport vit aussi. Bien sûr. Et ça pose des difficultés. On prend l'exemple de Petit Le Mans où clairement, je pense que le team ne trouve pas de pilote pour vous accompagner parce qu'il faut trouver des pilotes payants qui amènent des budgets. Et ça aboutit à ce qui restera des échecs, des frustrations, on va dire, de la saison, ce forfait. Oui, je pense, parce que c'était une des courses, je pense, qui me tardait le plus, en tout cas aux États-Unis. Après ma course à domicile à Spa, Daytona, Petit Le Mans, c'était vraiment la course que je voulais le plus faire. J'avais fait d'ailleurs un casque spécial pour cette course, mais que du coup, je n'ai jamais utilisé. Ouais. Tu peux le poser là sur. J'espère l'utiliser l'année prochaine. Il y a des noirs, des blancs, il y a tout. Mais oui, non, c'est sûr, c'est toujours le problème. Mais non, le problème, c'est que quand on est jeune gold, on essaye de rouler sans amener trop de budget. On se démène, mais le problème, c'est la voiture, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui la paye. Les teams doivent aussi gagner leur vie. Donc, c'est pas évident. Et on se retrouve avec des pilotes bronze qui n'ont pas l'expérience, bien évidemment. Lorsqu'on est assoiffé de victoires, de résultats comme vous, devoir composer avec un pilote moins rapide à qui il faut apprendre des choses et, comme on l'a dit, peut commettre des erreurs par moment, bien évidemment. Donc il y a une part de frustration, il faut vivre avec ça. Mais, disons qu'on sait avant même de commencer que ça va être très difficile de jouer la victoire. Donc j'essaie de me focaliser en tout cas sur ce que je pouvais faire moi. Quand moi j'étais derrière le volant, en P2, on pouvait quand même jouer les podiums. D'ailleurs on en a fait un. Mais c'est sûr qu'aux États-Unis, c'était plus. Même la qualif, par exemple, en IMSA, c'est interdit aux pilotes gold. Donc je ne pouvais même pas faire la qualif. Là en Europe, je pouvais la faire parce qu'en tant que pilote gold, je n'avais pas le droit. Donc j'avais vraiment, même le départ, je ne pouvais pas prendre le départ. Donc j'avais vraiment peu de possibilités en fait, de me mettre en avant. Donc j'ai essayé de faire mes meilleurs stints possibles. Et ceux qui suivent de très près pouvaient voir qu'au final, il y avait quand même beaucoup de positifs, beaucoup plus que ce qu'on a pu voir en termes de résultats derrière ma saison. Mais bon, c'est comme ça. On va faire le mieux possible pour pouvoir prouver plus, en tout cas sur papier, notre potentiel l'année prochaine. Alors vous avez tous les deux découvert les États-Unis, ce qui est quand même génial à votre âge. Des étoiles plein les yeux, c'est différent d'ici. C'est comment franchement, moi j'ai vraiment vécu une belle aventure, c'était vraiment génial. C'est une mentalité différente, c'est une ambiance différente, c'est beaucoup plus ouvert aux personnes extérieures que l'Europe. Après, ça se fait tout seul puisqu'il n'y a pas de garage, de box et de pit lane à proprement parler. Comme en Europe, c'est différent. C'est des tentes avec les voitures qui sont dedans, des allées où les spectateurs sont autorisés. Donc, pour un spectateur, et même pour nous, ça nous force à être plus proche des spectateurs puisque on sort du camion, on est devant eux. Tandis qu'en Europe, tous les camions sont mis l'un à côté de l'autre. Tout est aseptisé. Il y a des vigiles. Donc, et sur la piste, proprement dit, Et sur la piste, en IMSA, donc sur les courses d'endurance, ça force à la grosse bagarre et vraiment au sprint non-stop, même si on commet une erreur, puisqu'à chaque neutralisation, en fait, il y a un système qui s'appelle le pass-around. Et donc, si on est un tour derrière, presque un tour derrière le leader de notre catégorie, on peut redépasser, comme en Formule 1, redépasser la safety car pour venir rechercher la fin du peloton. Donc ça aide à ce que le peloton reste beaucoup plus compact et à éviter les… Sport spectacle. Voilà. Et toi, Hugo, tu as vécu ça comment? La même manière qu'Ulysse, intéressant? Oui, comme Ulysse, je pense, les États-Unis, j'ai vraiment adoré. On a fait Daytona cette année, en janvier, c'était déjà il y a longtemps, j'ai l'impression que c'est l'année dernière, mais c'était une des plus belles expériences de toute ma carrière, de loin, je pense.
C'est très différent, comme le disait Ulysse, l'accès avec les fans. On arrive là-bas, on a l'impression d'être une star, il y a des fans partout. C'est beaucoup plus le show à l'américaine. Mais même en course, c'est vrai que les règlements sont assez différents. Un exemple qui me fait toujours rire que je donne, c'est qu'en Europe, en tout cas dans mon championnat, c'est vraiment interdit de patiner quand on quitte les stands. Alors qu'aux États-Unis, c'est obligé. C'est obligé pour faire le show, le spectacle. Là, tu es pilote. C'est vraiment une mentalité différente, mais que j'adore. J'aimerais vraiment bien dans le futur pouvoir être à choisir limite professionnel plus aux États-Unis. Après, il y a toujours le débat que c'est vrai que c'est peut-être un peu moins regardé qu'en Europe et du coup, à choisir entre un titre en IMSA et un titre en WEC, je pense que je préfère quand même le titre en WEC. Quoi. Et depuis du point de vue américain, est-ce que la NASCAR n'a pas tendance à tout cannibaliser là-bas? Est-ce que l'IMSA se porte bien? Je pense quand même, oui. Je pense, au vu des spectateurs qu'il y avait, en tout cas pour ma part à Petit Le Mans, ça avait l'air de bien se porter. Ouais, pareil, Daytona, du coup Petit j'y étais pas, mais Daytona, même Sebring, les 2 heures de Sebring, il y a vraiment beaucoup de monde. Est-ce que nos camarades Bachelard, Eric et Didier Tess sont venus vous voir? Pas du tout. J'ai rencontré Eric à Indianapolis. Pour la première fois. Ouais, pour la première fois. C'était le grand retour pour lui aussi, avec un team devant. Quoi. C'est très bien. Moi, impressionnant. J'ai trouvé ça, Vraiment impressionnant. Bon, vous êtes en endurance tous les deux, messieurs. Forcément, il y a cette catégorie qu'on appelle LMH et LMDH, peu importe les protos, hypercar, LMH, effectivement. J'imagine que pour tous les deux, c'est le focus, le target, c'est ça, clairement, maintenant, Hugo? Oui, clairement. C'est sûr qu'au final, on n'a pas du tout choisi la même manière d'y arriver. Tout à fait. C'est ça qui est intéressant. Mais voilà, j'espère qu'on y arrivera tous les deux. Moi, c'est clairement mon objectif. Je pense qu'après la Formule 1, c'est le plus haut niveau en sport automobile. Donc il y a beaucoup de constructeurs qui arrivent, il y a beaucoup de sièges disponibles, il y en a beaucoup qui sont déjà pris aussi. Donc c'est mon objectif. Je pense que le fait de pouvoir faire du proto en P2, c'est quand même très bien pour me former. On rencontre beaucoup de gens aussi. On roule sur le même circuit que le WEC. Donc c'est là-dessus que je travaille et j'espère d'ici 2025 pouvoir avoir un siège. Ulysse ? Oui, moi comme disait Hugo, j'ai choisi une voie un petit peu différente puisque le proto ça coûte très cher et donc je me suis dit qu'en devenant, je veux d'abord faire mes preuves en GT, décrocher un contrat de pilote officiel en GT, c'est vraiment mon target à court terme pour l'instant. Et puis une fois que je serai dans une pilote pour une marque qui roule en hypercar, et à ce moment-là, ça se fera naturellement si je fais le job, et si je fais pas le job, ça se fera pas. Mais avant de penser à l'hypercar, je veux d'abord penser à pouvoir vivre de ma passion et prouver que je suis un pilote qui est capable d'être pilote professionnel et représenter une marque, que ce soit en GT, en prototype, peu importe, avant de penser à l'hypercar. Et puis je me dis que le reste se fera naturellement si ça doit se faire. Oui, bien sûr. Sage parole, hein. Sage parole, effectivement. Cette explosion de l'endurance, finalement, ça vous arrange bien. Vous êtes dans le bon contexte, quelque part, tous les deux, GT, proto, etc. Mais l'endurance, on a l'impression qu'on en parle de plus en plus. Et c'est que le début de la grande fête, parce que les années qui arrivent promettent quand même d'être très, très bien. Clairement, il y a de plus en plus de constructeurs qui arrivent en Europe, mais aussi aux États-Unis. Donc je pense que c'est le bon endroit. Après, voilà, moi je me rends compte qu'en LMP2, c'est pas forcément facile de se faire remarquer si on n'est pas dans vraiment les top teams qui coûtent énormément d'argent, comme disait Ulysse. Donc je me rends compte qu'au final, sa stratégie de peut-être aller en GT est pas si mauvaise. Ce serait peut-être l'objectif l'année prochaine de pouvoir faire les deux. Très bonne. Je pense idéalement, dans un monde de rêve, je pense que le programme idéal, ça serait de pouvoir faire les deux, de pouvoir allier du proto et du GT sur la même saison. Il y en a qui le font. Et pour au moins essayer de se rapprocher d'un constructeur, mais d'avoir en même temps aussi, je pense, cette expérience qui est très importante en proto. Parce que des pilotes officiels qui passent en LMDH ou en LMH, maintenant il y en a beaucoup, bien évidemment, de nombreux viennent du GT, clairement, sont pilotes d'usine, ils passent, ça veut dire qu'il y a des places qui se libèrent et puis il faut préparer l'après. Et l'après, c'est déjà dans 3-4 ans par rapport à cela. Les places qui se libèrent, oui, et quand je vois tous les pilotes qui passent en hypercar et qui viennent du GT, à un moment, ils devront arrêter leur carrière, puisqu'à 40 ans, il y en a qui commencent un petit peu à redescendre. Enfin, Fernand en Formule 1, tout le plateau, c'est l'âge de ses enfants. Qui confirme la règle. Mais arrêtez de parler comme ça. Il est en combat. Pour moi, d'abord être en GT et qu'ils laissent la place en GT, et puis ça se fera tout seul. Si eux doivent prendre d'autres directions, il faudra les remplacer. Donc voilà, il faut continuer à faire des belles saisons, prouver les choses, et on verra bien ce que l'avenir nous réservera. En attaque de la saison 2023, Hugo, ce sera Daytona d'office, c'est ça? C'est pas encore confirmé, mais je pense que c'est le but. C'est le but. En LMP2. C'est le but aussi. Si pas, normalement, on est LMP3, je crois.
Tu penses que le team va franchir cet échelon que tu attends avec impatience? Mais honnêtement, en Europe, sur les dernières courses, c'est vraiment, disons, la faute à pas de chance. On n'a pas vraiment pu concrétiser avec un résultat, mais le pace était vraiment là. Si on regarde les moyennes, encore une fois, ce que je dis, ce que presque personne regarde, mais les averages en course, on avait vraiment une bonne voiture. Donc je suis assez confiant en fait que si on peut repartir avec le même team et les mêmes bases qu'on avait en fin de saison. Les mêmes pilotes? Exact. Les équipiers? J'espère garder mes coéquipiers parce qu'on a vraiment bien travaillé ensemble. Donc si on pouvait partir en gros avec le même package à Daytona ou en ELMS, je suis sûr qu'on ferait des podiums avec un peu plus de réussite. C'est tout ce qu'on te souhaite. J'espère. Félix, première épreuve de l'année. J'espère aussi Daytona. Voilà. Mais c'est pas entre mes mains, voilà, ça se discute, c'est pas encore fait. Ouais, Eh bien, mon cher Jean-Paul, nous irons en Floride, janvier, non? avec grand plaisir. Vous m'invitez? Avec plaisir également, une joie non dissimulée. Parfait. C'est toujours un Nickel. plaisir, Vincent, On ira de vous supporter retrouver. les gaillards. Voilà, C'est on super. appellera nos vieux camarades. Il y en a quelques-uns là-bas qui traînent. Hein. Ouais, il y en a, il y en a, ouais. effectivement. Et qui ont fait leur vie là-bas, je veux dire. Hein, c'est pas... Merci messieurs, Merci bon à vous. vent, bravo pour cette saison, Merci et beaucoup. bon vent pour 2023, et puis on espère vous recevoir encore à maintes et maintes reprises pour continuer de gravir les échelons, Jean-Paul. Avec une joie de nouveau non dissimulée. Moi, je voudrais vous remercier tous les quatre. Nigel n'est pas là parce que Nigel a fait une saison incroyable. Nigel est un pilote moins valide pour les gens qui ne le savent pas, mais pas du tout moins valide parce Non. qu'il gagne des courses avec la BNT. Maintenant, il passe également sur Lambeau. On va avoir que des Lambeaux. Oui, tout à fait. Et voilà, je voulais également lui faire un petit coucou. On le verra tout à l'heure. Et je voulais remercier, ça va faire drôle, mais je voudrais remercier le Club DV, mon partenaire Pierre Van Vliet. Et je voudrais remercier, ils se reconnaîtront, Patrick, Nicolas et Michel, qui sont à des degrés différents, bien sûr, trois seigneurs. Et quand j'ai fait des tours de table, ils étaient là et ils ont mis la main à la poche. Et vous pouvez en témoigner, c'est grâce également à eux que nous sommes là et que vous êtes où vous en êtes. Je voulais le dire, messieurs. Merci. Et à très vite. Le Club DV et Speed Action vous ont présenté le Studio DV.